Chose promise, chose due, on se retrouve donc pour la vidéo sur les différents types de thérapeutes qu'il existe. Alors la vidéo va être segmentée en deux parties tout simplement. D'une première partie sur les thérapeutes conventionnés ou reconnus par l'État, qui va être la plus courte puisqu'ils ne sont que deux, et ensuite tous les autres types de thérapeutes qui existent. Voilà, bonne vidéo! L'État français ne reconnaît que deux titres en termes de professionnels de la santé mentale reconnus. Il reconnaît les psychiatres et les psychologues. Donc c'est de ces deux dont on va parler tout de suite. Les psychiatres, ce sont des médecins, donc c'est des personnes qui ont fait 6 ans de médecine générale avant de faire une spécialisation de 4 ans en psychiatrie. C'est important d'aller voir ces personnes-là puisque comme c'est des médecins, c'est les seuls qui sont habilités à prescrire des médicaments. Par ailleurs, ils sont extrêmement bien formés dans la mesure où ils ont 10 ans d'études dans les pattes et en plus de ça, ce sont souvent des gens passionnés qui rajoutent encore des formations à leur cursus initial. Les psychologues, quant à eux, sont des universitaires, donc ce ne sont pas des médecins, mais ils sont passés par un cursus universitaire. Ils ont fait 5 ans et c'est obligatoire d'avoir fait les 5 ans en psychologie pour avoir le titre de psychologue. Je m'explique. Si vous avez une licence de sociologie, par exemple, vous avez tout à fait le droit de candidater en master de psychologie, d'être reçu et de valider votre master de psychologie. Ce faisant, cependant, vous n'aurez pas le titre de psychologue. Pour avoir ce titre, il est impératif d'avoir une licence mention psychologie et un master mention psychologie. La spécificité de ces deux professions, c'est qu'elles sont très exigeantes. Psychiatre, tout simplement parce qu'il faut passer par médecine, donc le concours de première année qui est, on le sait, très restrictif, c'est environ 5 à 6% de taux d'intégration, donc c'est très dur d'y rentrer. Et surprenamment, le métier de psychologue, l'intégration en master de psychologie, est devenu lui aussi très sélectif pour la simple et bonne raison que vous pouvez candidater toute votre vie en master de psychologie. Pour le cas de la médecine, une fois que vous avez fait, je crois, 2 ou 3 tentatives, vous ne pouvez plus tenter le concours. Donc, il y a une sélection numéraire qui s'opère du fait qu'après 2 ou 3 tentatives, vous ne pouvez plus continuer à venir postuler pour rentrer en deuxième année de médecine. Ça n'est pas le cas avec la psychologie puisque c'est un diplôme universitaire et qu'il n'y a pas de limite aux candidatures que vous pouvez faire sur les masters. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait que chaque année, en plus de ce qu'on appelle les primo-diplômés, c'est-à-dire les gens qui viennent d'avoir leur licence et qui candidatent en master, il y a aussi une masse d'anciens titulaires de licence qui continuent à recandidater tous les ans, ce qui fait que les masters sont saturés, c'est-à-dire que pour 20 ou 25 places par master, on se retrouve parfois avec 300, 400, 600, 1000 candidatures, ce qui fait qu'aujourd'hui, on estime le taux d'intégration en master de psychologie entre 2 et 3%, ce qui le rend 2 fois plus sélectif que médecine. La problématique de la sélection sur ces deux milieux-là, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être thérapeutes, mais qui ne le peuvent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à intégrer ces parcours très élitistes. Ces personnes, donc, vont souvent se tourner vers des diplômes alternatifs qui, eux, ne sont pas reconnus par l'État, mais qui permettent malgré tout de pratiquer, et c'est de eux dont on va parler dans la partie suivante. Dernier élément essentiel dans cette partie, ce sont les types de thérapies qu'il existe parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ensuite des spécialisations au-delà du tronc commun en psychologie qui permettent de pratiquer différents types de thérapies tout simplement. Aujourd'hui, il y en a 4 qu'on reconnaît comme étant scientifiquement prouvées au niveau de leur efficacité: le MDR, les TCC, les thérapies interpersonnelles et la thérapie systémique. Alors, pour ces 4 éléments, c'est assez simple. La deuxième et la troisième, donc les TCC, donc c'est les thérapies cognitivo-comportementales, et la thérapie interpersonnelle, ce sont des thérapies brèves, généralement entre 12 et 20 séances, qui permettent d'axer le travail sur un problème spécifique du patient. Il est essentiel de passer par des psychologues ou des psychiatres pour les faire, tout simplement parce qu'il faut valider en amont que la problématique pour laquelle vous allez faire cette thérapie est bien la bonne. C'est-à-dire que si vous venez pour une dépression, on va vérifier que c'est bien une dépression et pas un trouble bipolaire, par exemple, parce que du coup, on met pas les mêmes choses en place. Si c'est de l'angoisse, on vérifie que c'est bien de l'angoisse et pas un syndrome de stress post-traumatique, etc. Je le précise parce que les TCC et la thérapie interpersonnelle, certains thérapeutes qui ne sont pas donc psychologues ou psychiatres peuvent quand même avoir accès à ce genre de spécialité. Néanmoins, même si vous souhaitez passer par ces thérapeutes, il est important de faire valider votre diagnostic par des psychologues ou des psychiatres en amont. La thérapie systémique, quant à elle, est un parcours qui va intégrer la famille en tant que cellule de crise, en tant que cellule problématique, et qui va travailler sur l'ensemble des schémas internes à la famille pour les résoudre. Donc c'est une thérapie de groupe familial. Pareil, sur ce plan spécifique, certains thérapeutes non psychologues, non psychiatres y ont accès, et même conseil que pour les deux précédentes, valider le diagnostic par des professionnels pour vérifier que, encore une fois, au sein de votre famille, il n'y a pas des troubles ou des pathologies qui doivent être prises en compte en plus de la thérapie systémique. Et enfin, dernier
dernier point sur l'EMDR dont on entend beaucoup parler. L'EMDR est la seule spécialité où il faut forcément être du milieu médical pour avoir le droit de la pratiquer. Donc, malheureusement, il existe quand même des écoles qui proposent des formations en EMDR sans ces diplômes, ce qui est un vrai problème, tout simplement parce que l'EMDR est majoritairement utilisé pour les traumatismes et les syndromes de stress post-traumatique et ne soigne pas des traumatismes qui veut. Il faut une formation solide pour ce faire en étant bien au courant de toutes les problématiques liées à ces traumatismes. Donc, si vous voyez ou si vous croisez souvent sur Internet des soi-disant praticiens EMDR qui n'ont que ça comme diplôme, n'allez pas les voir puisqu'ils n'ont pas la formation requise pour vous accompagner comme il faut en EMDR. Je m'explique. Ils vont être capables de faire ressortir votre traumatisme puisque c'est ce que permet cette méthode. Cependant, ils ne seront potentiellement pas habilités à gérer comme il faut le traumatisme une fois que celui-ci sera apparu. Donc, méfiez-vous et pour ces 4 thérapies-là, dirigez-vous en priorité vers psychologue et psychiatre. Et enfin, dernière définition importante, le terme psychothérapeute est un terme protégé par l'État qui recouvre tout simplement, c'est un terme générique qui recouvre les 2 professions qu'on a vues jusqu'avant, donc psychologue et psychiatre, point barre. On rentre maintenant dans le grand champ des thérapeutes non réglementés. Ils sont extrêmement nombreux, donc on va y aller par étapes. Les premiers et les plus connus dans le langage courant, ce sont les psychanalystes. Alors, psychanalyste, c'est quoi? À la base, ça a été développé par Freud. Ensuite, il y a eu différentes écoles d'affiliation. Il y a eu Lacan, il y a eu Jung, il y a eu beaucoup de gens dans tout ça. La psychanalyse, c'est très bien. Avant tout, c'est une méthode qui parle de la libre association. Donc, le concept, c'est qu'on laisse le patient parler, librement associer les choses dans son discours et ensuite, on essaye d'analyser ça. Le souci de la psychanalyse, c'est que c'est dogmatique, c'est-à-dire qu'on va analyser ce que dit le patient par rapport à un champ théorique de connaissances qu'on a, un dogme donc, qui n'est pas le même selon que les personnes soient freudiennes, lacaniennes, jungiennes, etc. Ça, c'est un premier souci de la psychanalyse. Par ailleurs, il existe des sociétés françaises, des associations, etc. qui dispensent des diplômes qui sont reconnus. Généralement, c'est 400 heures de formation. Pour être psychanalyste, il faut obligatoirement avoir suivi une thérapie soi-même. Cependant, il n'y a pas de consensus français autour de la formation des psychanalystes. Donc, la plupart, ceux qui sont bons, c'est des psychologues ou des psychiatres qui ont fait une formation supplémentaire en psychanalyse pour ajouter ces méthodes-là à leur champ d'action. Aller voir des personnes comme ça, c'est chouette parce que à la fois, ils ont les connaissances scientifiques et solides de la psychologie, de la médecine, etc., à laquelle ils viennent ajouter des champs de la psychanalyse, mais eux, ils ont les armes pour arriver à faire un petit peu la différence entre tout ça et surtout, ne pas tomber dans le dogmatisme. Viennent ensuite le grand champ de tous les autres moins connus. Donc là, on va avoir un petit peu pêle-mêle tout ce qui est psychopraticien, les art thérapeutes, tous ces grands noms qui sont spécialisés dans des trucs et dans d'autres, qui ont fait psychopraticien spécialisé dans la famille, ce genre de choses. Alors, là-dedans, on va se mettre d'accord tout de suite, il y a à boire et à manger. Autrement dit, pareil, il n'y a pas de consensus d'État sur les formations pour ces titres-là, donc c'est à chaque école de définir ce qu'elle considère comme étant suffisant pour valider ce titre. Le problème, c'est que il y a des écoles qui font ça bien, qui sont sérieuses, et d'autres écoles qui vont dispenser ces titres avec un petit peu trop de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder si vous voulez voir un praticien de ce type-là? Déjà, il faut vérifier ce qu'il vous dit de sa formation. Combien de temps est-ce qu'il a été à l'école ou en formation? Et quel est le nom de son école? Pourquoi? Parce que s'il vous donne le nom de son école, ça vous permettra, vous, d'aller vérifier le contenu de la formation qu'il a suivie. Ok? Ça, c'est une première chose. Autre point essentiel à vérifier sur les écoles, c'est tout simplement si elles ont des financements ou si elles ont une reconnaissance d'État, si elles sont certifiées. Pourquoi? L'État, tout simplement, sur certains types d'écoles, va certifier des formations. La certification, ça veut tout simplement dire que l'État reconnaît que la structure de la formation, ce qui est proposé, les modules, l'enseignement, la durée, etc., est suffisamment crédible au regard de ce que l'école prétend enseigner et du titre qu'elle prétend délivrer. Ces écoles et donc ces formations sont généralement accessibles au processus Calliope, donc au remboursement des frais de scolarité ou à la prise en charge par le CPF et Pôle emploi, et ça permet de garantir que ce qui est proposé est juste, concret et cohérent. Les conseils que je viens de donner là, ça s'applique autant aux futurs patients que aux futurs thérapeutes, c'est-à-dire surveillez bien, vérifiez bien avec quelle école vous faites votre formation pour être sûr de ne pas vous faire avoir et de ne pas payer pour un titre qui ne sert à rien ou qui va mal vous former. Si vous êtes uniquement patient, vous pouvez aussi vérifier comment est-ce que la personne raconte son parcours et comment est-ce qu'elle vend son accompagnement. Entre une personne qui vous explique que depuis 20 ans, elle évolue dans le champ de la santé mentale, qu'elle a fait telle formation qui lui a appris tant de choses, que de tout ce qu'elle a appris, elle a voulu aller plus loin et donc elle a fait cette formation qui lui a permis de découvrir ça, d'apprendre ça, de se remettre en question sur ça, puis telle formation. Ça paraît être un parcours
cohérent et solide. À l'inverse, si la personne vous dit juste qu'elle savait pas trop où elle en était, qu'elle avait très envie d'aider les autres et qu'elle a fait cette formation qui lui a trop plu en un an et que maintenant elle est prête, ça c'est un grand non, parce que clairement on ne peut pas devenir thérapeute performant en un an de formation. Néanmoins, la plupart de ces écoles, notamment le titre de psychopraticien, se fait en un an. Alors, il faut savoir que les bonnes écoles sont regardantes sur les personnes qu'elles laissent entrer dans leurs écoles. Les entretiens d'entrée, ils disent que c'est sans prérequis, mais c'est sur entretien d'admission. Cet entretien permet de vérifier que la personne a déjà travaillé en amont sur elle-même, parce que, à la rigueur, il est possible de devenir accompagnant thérapeutique en un an, sous réserve qu'il y ait un travail de fond énorme que la personne ait fait de son côté, notamment par le biais d'une ou plusieurs thérapies. Et les bonnes écoles vérifient que ça a été fait pour ne pas se retrouver à délivrer des titres de psychopraticien à des personnes qui ne sont pas en mesure, par manque de travail sur elles-mêmes, de réellement avoir le recul nécessaire pour faire un accompagnement performant et pour ne pas mettre leurs patients en danger. Enfin, si vous avez un doute sur une école, n'hésitez pas à aller voir les commentaires qui sont mis sur Trustpilot, et si vous voyez qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs sur une période donnée, par exemple, n'hésitez pas à appeler l'école pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça arrive qu'il y ait des restructurations, qu'il y ait des petits soucis. Les écoles, les bonnes écoles, sont souvent très transparentes sur les problèmes qu'elles ont rencontrés, et ça permet aussi de faire le tri. Si quand vous posez vos questions, vous voyez que la personne en face de vous, elle esquive, elle évite, etc., méfiez-vous tout simplement et n'y allez pas. Il y en a suffisamment des biens pour ne pas perdre son temps avec des mauvaises. Dans le cas des thérapeutes, ce qui peut être important de vérifier aussi sur le champ de la formation, c'est de vérifier que dans la formation, il y a bien un module sur les limites du métier et les limites de ce que le futur thérapeute ou praticien est en mesure de faire. Tout simplement parce que quand vous n'avez pas une formation suffisamment longue ou suffisamment riche, comme ce que propose la psychiatrie ou la psychologie, il y a forcément des limites dans votre accompagnement et dans ce que vous pouvez proposer. Et il est important que les futurs thérapeutes et les futurs professionnels de ce milieu-là sachent à quel moment est-ce que ça dépasse leurs compétences et les indicateurs pour repérer aussi ce qui va pas chez leurs patients pour pouvoir les orienter ensuite vers les bonnes personnes. Il y a enfin un dernier type de thérapeute dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le Gestalt thérapeute. J'ai gardé la Gestalt pour la fin, tout simplement parce qu'elle a une spécificité que n'ont pas les autres formations. C'est un consensus sur les titres qu'elle dispense et le contenu de la formation. Alors, la Gestalt thérapie, c'est une thérapie qui a été développée en parallèle de la psychanalyse freudienne par quelqu'un qui s'appelle Fritz Perls. Donc, c'est une thérapie ancienne, elle a plus de 100 ans d'existence. Le raisonnement de Monsieur Perls, ça a été que, à son sens, la psychanalyse manquait d'ancrage dans l'instant présent, manquait de regard sur les émotions et n'impliquait pas assez le corps dans sa thérapie. Au regard de ça, il a développé la Gestalt thérapie, qui ajoute donc ces trois éléments au fonctionnement de la psychanalyse classique. Et aussi, il a changé de méthode puisque la Gestalt est ce qu'on appelle une méthode confrontante, c'est-à-dire que le thérapeute n'est pas discret, ne dit rien et laisse parler le patient. Il est au contraire très impliqué dans la thérapie et va venir confronter le patient justement pour faire ressortir les émotions, y compris les émotions négatives comme la peur et la colère. Donc ça peut être une thérapie très intéressante si vous avez des soucis de colère, parce que généralement elle est très très bien accueillie dans ces thérapies. On ne vous demande pas de vous contrôler à proprement parler, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être en colère. Évidemment, vous tapez pas la personne, c'est pas l'objet, mais ça peut être intéressant si vous avez envie de travailler particulièrement sur vos émotions ou d'avoir une thérapie qui va beaucoup intégrer votre corps. Et comme je vous l'ai dit, c'est une thérapie qui a un consensus sur son parcours de formation. Donc déjà, tous les principes de la Gestalt, vous pouvez trouver ça sur la page Wikipédia, elle est très très bien faite. Tous les principes sont communs aux écoles. Après, il y a des écoles qui ajoutent d'autres choses, qui rajoutent des notions de neurosciences, qui vont nuancer. Bref, chacun a un petit peu sa patte, mais au moins tous les Gestalt thérapeutes ont cette base commune-là. Et ensuite, le parcours de Gestalt thérapeute est en fait divisé en deux. Une première étape de Gestalt praticien et une deuxième étape de Gestalt thérapeute, s'inspirant en ça du cursus des psychologues avec la licence en premier et le master en deuxième. Les Gestalt praticiens ont le droit de commencer à pratiquer là où ils en sont, pendant qu'ils sont en train de poursuivre leur cursus de Gestalt thérapeute, mais c'est obligatoire de préciser si vous êtes praticien ou thérapeute. Voilà, ça c'est une exigence commune sur tout le territoire français à toutes les écoles, il y a un consensus là-dessus et donc ça permet quand même de savoir où vous mettez les pieds entre guillemets. Et l'autre élément essentiel, c'est que pour être Gestalt thérapeute, il y a obligation d'avoir été soi-même en thérapie. Je terminerai cette partie en vous faisant une petite liste des trucs à ne surtout pas faire si vous voulez vraiment prendre soin de vous et pas vous faire avoir. Premièrement, si vous avez vraiment un gros problème, vous oubliez les thérapeutes et vous allez voir des psychologues et des
psychiatre, parce que là, vous allez être sûr d'être bien reçu et encore une fois, s'il y a besoin de poser un diagnostic, d'avoir un vrai diagnostic. Ensuite, deuxième point très important, on se méfie comme de la peste des réseaux sociaux, ok? Tout ce qui est formation express à 800 € où tu as juste une page pour payer ton accès VIP à une formation sous forme de vidéo ou à une soi-disant thérapie rapide sous forme de vidéo, tout ça c'est next. Je vous rappelle que les seules thérapies brèves qui existent et qui sont validées, c'est les TCC et la thérapie interpersonnelle, et c'est certainement pas avec un coaching de 12 vidéos que vous allez régler quoi que ce soit. Et enfin, on fuit à toutes jambes les mots croyance, peur et blocage, et surtout les gens qui vous expliquent qu'ils vont vous libérer de tout ça comme par magie, parce que ce sont des mots qui sont issus du développement personnel et qui n'ont rien à voir avec la thérapie. Alors, il arrive que des thérapeutes incluent ces mots dans leur pratique, mais à aucun moment vous pouvez vous guérir de quelque chose en étant juste en train d'essayer de guérir de vos croyances, combattre vos peurs et dénouer vos blocages. Ça ne marche pas comme ça, puisque ces choses sont souvent ancrées soit dans l'enfance, soit dans des traumatismes, et que pour ça et pour bien s'en sortir, il faut une thérapie. Et c'est bien pour ça que le développement personnel est un grand menteur, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Pour conclure cette vidéo qui, j'espère, vous aura un petit peu éclairé autour de toutes ces professions, je sais qu'on a un petit peu l'impression que je dénigre les thérapeutes et que je suis toujours en train de dire d'aller voir les vrais professionnels que sont les psychologues et les psychiatres. Alors, ça n'est pas mon intention au sens propre. Je suis personnellement convaincue, pour en avoir rencontré beaucoup, qu'il y a d'excellents thérapeutes qui pratiquent très bien sans être psychologue ou psychiatre, et que de toute manière, au vu de l'exigence que représentent ces deux cursus-là et du peu de personnes qui en sortent diplômées du fait du nombre de places restreintes et de la demande croissante qu'il y a sur la santé mentale et la variabilité de ce que les gens demandent sur ce sujet, ça me semble essentiel que les portes puissent être ouvertes à d'autres horizons sans rester forcément fermées sur ces deux métiers-là. Néanmoins, je suis très prudente dans mon discours, parfois alarmiste, tout simplement parce que c'est devenu une manne financière très grande, qu'il y a un peu cette phrase commune qui est « si vous avez des connaissances, il y a forcément quelqu'un pour les acheter ». Je vois beaucoup de pubs faites avec cette phrase là-dessus, sauf que la thérapie, ça n'est pas des connaissances, d'accord? La santé mentale ne peut pas se résumer à des connaissances, même si déjà en soi, moi je trouve que cette phrase elle est débile. C'est pas parce que tu connais un truc que tu es capable de l'expliquer, de l'enseigner, de le transmettre, et puis il y a des gens dont c'est le métier, donc pourquoi est-ce qu'on irait te payer toi qui est pas formé pour ça, qui a pas fini de tout apprendre? Enfin, je trouve que ça c'est un non-sens, et c'est un peu vendre du coaching pour vendre du coaching. Mais bref. Tout ça pour dire que je reste prudente, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de charlatans, beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens qui espèrent vivre de ça en n'étant pas forcément bien intentionnés. Et c'est dommage, puisque dans le tas, il y a d'autres personnes qui, elles, sont passionnées par ce qu'elles font, sont très compétentes, prennent du temps pour leurs patients ou leurs clients, selon comment est-ce qu'elles les appellent. Et c'est dommage que ces personnes-là se trouvent être dévalorisées par tous ces imbéciles qui arrivent sur le marché en même temps qu'eux. C'est pour ça que dans la partie sur les formations, etc., je vous ai donné des clés aussi pour arriver à valoriser les personnes qui se sont emmerdées, entre guillemets, à faire une bonne formation. Messieurs, mesdames, si c'est votre cas, si vous êtes thérapeute, que vous êtes donné les moyens de bien le faire, détaillez vos parcours, prouvez aux gens que oui, vous avez fait une formation valorisante, qui vous a appris des choses, que vous avez fait des thérapies. Bref, on est obligé aujourd'hui de prouver ça, tout simplement parce que on est envahi de gens qui se prétendent thérapeutes ou accompagnants, alors que clairement, ils ne sont rien d'autre que des menteurs et, pour certains d'entre eux, des voleurs. Si tout ce contenu-là vous plaît, sachez que la série de vidéos que j'ai commencé, il va y en avoir 6 en tout, qui vont permettre de faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est que le monde de la thérapie, comment bien démarrer sa thérapie, comment savoir où on en est, etc. Pour pas rater ces sorties-là, abonnez-vous, et pour retrouver l'ensemble de ces vidéos, ça se passera au niveau des playlists. Elle s'appelle Pour bien commencer.